Alors, bonsoir. Bonsoir et bienvenue aux gens qui sont ici dans la salle avec nous. Bonsoir aux gens qui nous écoutent à la maison grâce à la collaboration de Cogeco TV et de Câble Action. On a été télédiffusés en direct. Je vous rappelle également que pour ceux qui n'ont pas la chance de nous écouter en direct, les séances sont également disponibles sur le site Internet de la municipalité. D'ailleurs, j'espère que vous êtes allés voir notre nouveau site Internet. C'est une des recommandations justement d'un ancien conseil municipal jeunesse de mettre ça à jour, que ce soit plus facile à naviguer. Alors, j'espère que vous avez eu la chance d'aller voir ça. L'information s'y trouve pas mal plus facilement. Je vous rappelle que les élus présentent les résolutions de façon sommaire. Si vous voulez le détail des résolutions, il faut se fier aux procès-verbaux qui sont disponibles ultérieurement. Il y en a toujours ici à l'arrière de la salle et ils sont disponibles également sur le site Internet de la Ville à ville.magog.qc.ca. Donc, sans plus tarder, on pourrait procéder à l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je propose que la présente séance soit approuvée avec la modification suivante. Ajout au point suivant, 11.1, fin d'emploi. Appuyé par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Est-ce qu'il y a des questions portant spécifiquement sur l'ordre du jour? C'est beau, ça va? Ça aurait été une première. Donc, on serait rendu au point 3, dépôt du rapport financier. Pour la présentation du rapport, on va y aller en deux temps. Donc, Mme Francine Bergeron, qui représente nos vérificateurs, de Raymond Chabot Grant Thornton, va faire la première partie. Ensuite, notre conseillère responsable de la Commission des finances, présidente de la Commission des finances, Nathalie Bélanger, va vous faire une présentation là, des résultats financiers au 31 décembre 2015, je vous rappelle. Donc, c'est l'année financière 2015. Et pour ce faire, moi, il faut que je monte d'ici parce qu'il va y avoir une présentation. Donc, pour les gens qui sont dans la salle, il va y avoir une présentation PowerPoint. Et pour les gens qui nous suivent à la maison, vous allez pouvoir le voir à l'écran. La parole est à vous, Mme Bergeron. Alors, je vais vous présenter le rapport des vérificateurs. Le rapport des vérificateurs confirme que nous avons procédé à l'audit des états financiers de la Ville de Magog en date du 31 décembre 2015, que ça a été fait selon les normes canadiennes d'audit généralement reconnues, que tout le travail et toute l'information que nous avons compilée nous permettent de conclure, d'émettre notre opinion, qui vous conclut qu'à notre avis, les états financiers consolidés donnent dans tous leurs aspects significatifs l'image fidèle de la situation financière de la Ville de Magog et de l'organisme qui est sous son contrôle. Au 31 décembre 2015. Alors, nous avons signé Raymond Chabot Grant Thornton le 16 mai 2016. Alors maintenant, c'était juste ma participation. Je cède la parole à Nathalie qui va vous donner les informations financières. Bien, merci, bonsoir. Ça me fait plaisir de vous présenter le rapport financier 2015. On va parcourir ensemble un peu la table des matières qui est à l'écran. Pour ceux à la maison, vous le voyez également. On va faire l'introduction, on va parler des résultats 2015, des revenus additionnels, les investissements en immobilisation consolidés, l'augmentation de nos avoirs collectifs, la dette à long terme qui est consolidée également, l'évolution de la dette et des actifs consolidés, le surplus accumulé et les fonds réservés consolidés, surplus accumulé, réservé, consolidé et la conclusion. Pour faire suite à l'introduction, le conseil municipal est heureux de vous présenter à la population la synthèse du rapport 2015. En voici les faits saillants. L'obtention de revenus additionnels importants, vous allez voir au cours de la présentation qu'on a eu vraiment des fonds qui ont excédé, qui c'était additionnel de ce qu'on pensait recevoir cette année. Le maintien des dépenses, c'est en bas du cadre budgétaire qu'on s'était donné l'année passée. La gestion de la dette, elle a été contrôlée avec la politique de gestion de la dette. Tout est légal, ça rentre vraiment dans les barèmes qu'on s'était donné. La croissance de la valeur des actifs et des investissements à long terme qui continuent d'augmenter également. On vous rappelle également que la Ville de Magog possède un réseau de distribution d'électricité ainsi que 2 barrages hydroélectriques, dont un en partenariat avec la Ville de Sherbrooke. Le réseau électrique d'Hydro-Magog couvre le territoire de l'ancienne ville de Magog et compte 10 000 abonnés. C'est le fun à savoir parce que ce n'est pas tout le monde qui s'en souvient et ce n'est pas toutes les villes qui possèdent un tel réseau électrique.
Les profits générés par cette entreprise ont permis à la Ville de financer de nombreux projets au fil des années sans recourir à l'endettement. On vous le dit d'année en année qu'on veut réduire notre dépendance à Hydro-Magog. L'année passée, si vous vous souvenez, au budget, on avait mis 3 500 000. On avait abaissé, on était à 4 millions, le descendu à 3 500 000. Donc, vous allez voir qu'on réduit tranquillement notre dépendance à Hydro-Magog. En 2015, les résultats d'Hydro-Magog ont été particulièrement bons. Vous allez le voir au cours de la présentation. Depuis 2007, les rapports financiers des Villes du Québec sont consolidés, ce qui veut dire que les rapports financiers des villes doivent inclure la portion des activités financières que les villes détiennent dans d'autres organismes qu'elles contrôlent et dont elles partagent le contrôle avec d'autres municipalités. Ici, à Magog, on parle de la régie de police, qu'on a environ 75 plus ou moins 75 là, de quote-part. Et c'est nouveau cette année qu'on a la régie de gestion des déchets solides de la région de Quaticook, que c'est plus ou moins 35 Fait que dans nos états financiers, vous allez voir, quand on parle de consolider, c'est ces deux organismes-là qui font partie de notre budget. On va aller à la page 6, activités de fonctionnement. Les résultats de 2015. Je vous annonce qu'il y a eu un excédent 2015 de 3 645 853 sur un budget de 71 231 Comment on est arrivé cette année à avoir un excédent de 3 645 853? Quand on regarde les revenus dans l'activité municipale, on parle de 48 767,5. L'activité Hydro-Magog, 26 077 283. Le total pour la ville de Magog de 74 844 288. On avait budgété au budget 71 231 000. Donc, on a un surplus en revenus de 3 613 288. Les dépenses et les affectations dans l'activité municipale, 49 959 857. Dans l'activité d'Hydro-Magog, 21 238 578. Pour un total de dépenses de 71 198 435 et il avait été budgété 71 231 000. Donc, un excédent, une diminution, à ce niveau-là de 32 565. Quand je vous disais que nos revenus étaient à la hausse, vous le voyez, on a un revenu à la hausse de 3 613 000 et on a réduit nos dépenses de 32 565. L'activité de fonctionnement, la page 7, les résultats consolidés. Maintenant, avec les deux organismes que je vous dis qu'on gère, de la régie de police de Manfred-Magog et la régie de gestion de Quaticook, dans les revenus de la ville de Magog, on vous a parlé de 74 844 288. La part de 75 de la ville dans la régie de police, c'est d'une valeur de 793 749. Et de la régie de déchets de Quaticook, 471 024 pour un total consolidé de 76 109,61. Les dépenses et affectations, 71 198 435 pour la ville de Magog. Pour la régie police, 847 636. Et pour la régie des déchets, 65 871. Le total consolidé de dépenses, 72 111 942. Un excédent de 3 997 119. Maintenant, ça se compose comment? On va aller à la page 8. Je vais vous parler un peu des revenus additionnels, d'où ça vient, parce que vous voyez au-dessus de 3 millions, donc c'est le fun de savoir d'où ça vient exactement. On vous a dit que les revenus de Hydro, ça avait été une très bonne année. On a eu cette année 1 774 283 en revenus supplémentaires. Les droits, licences et permis, on parle ici des droits de mutation. On a eu pour 494 387. On avait budgété 1 350 000 et on a eu 1 804 000. Donc, on voit vraiment qu'il y a une différence, une augmentation qui continue. La ville de Magog, on a la chance de continuer à être en croissance. Quand on regarde dans d'autres municipalités, on se rend compte que ce n'est pas du tout le même portrait. Mais ici, on a la chance que ça continue. On va se croiser les doigts pour que ça continue. Taxes et tarifs, il y a eu plus de rénovations puis de nouvelles constructions, ce qui fait augmenter les taxations.
472 404 que nous avons eu de supplémentaires également cette année. La page 9, les activités de fonctionnement, on va continuer avec les revenus additionnels parce qu'il y en a d'autres. Vente d'actifs et contributions diverses. Ici, on parle de vente de terrain. Il y a eu 10 transactions de vente de terrain, dont 4 qui touchent le parc industriel, pour 388 140. Remboursement de dépenses. Le 120 612, on parle ici du sinistre qu'il y a eu au centre communautaire. C'est la compagnie d'assurance qui a remboursé ce montant-là. Compensation pour taxes provenant du gouvernement du Québec. C'est les paiements tenant lieu de taxes sur les propriétés du gouvernement. Il y a eu un ajustement des bonifications de 2013-2014. On parle de 119 047. Donc, ça fait un peu le tour des revenus supplémentaires que nous avons eus cette année. On va vous présenter ici les investissements en immobilisation consolidée qu'on a fait durant la dernière année. On a fait la réflexion des infrastructures qui est existante pour 10 272 120. On parle ici de notre programme de réflexion des rues et également de 1,8 million de l'écocentre qu'on a fait aussi, notre nouvel écocentre que vous avez sûrement eu la chance d'aller visiter et d'aller porter des déchets. Quand on a parlé de la réflexion des rues, on a fait, je vais vous nommer quelques rues comme ça, là. On a fait comme la rue, le chemin Soutière, les ponceaux, autant dans la ville de Magog que dans le milieu urbain et rural. Fidjibé, Norbel, Pie-12, la rue Sherbrooke, Sainte-Patrice. Il y avait Courtemanche aussi, Fraser, dont je pourrais vous en nommer encore, mais ça fait partie des réflexions de rue qu'on a fait. Après ça, vous avez 8 417 dans les nouveaux développements. Il reste encore des ententes qu'on avait. Maintenant, ça va être le règlement promoteur qui va prendre le dessus. Machinerie, équipement, véhicules, ameublement, 1 645 934. C'est vraiment notre programme de remplacement. Mais également, il y a eu des achats qui ont été payés en 2015, mais qu'il était il était fait au budget en 2014. Donc, ça fait augmenter le montant à 1 645 934. Réseau et d'électricité, 858 347. On parle ici des barrages, du barrage de Menfrey-Magog qu'on a mis des sous à l'intérieur. Terrain, il y en a pour 111 810. Des réflexions de bâtiments, 904 878. On parle du 2023 rue Patnaud, mais également du centre communautaire. On a refait un mur de briques, donc ça rentre dans ces réflexions-là. Total investi en 2015, 13 801 506. À la page 11, si on regarde ce que ça donne dans la table, vous pouvez voir que la majorité de l'argent a été investi dans la réflexion d'infrastructures qui est existante. En deuxième partie, c'est vraiment l'achat de machinerie, l'équipement et l'ameublement, qui en a eu pour 1 645 934. Et en troisième, c'est la réflexion des bâtiments. Maintenant, la situation financière consolidée. On a eu une augmentation de nos avoirs collectifs de 8 945 379. Comment ça s'actualise? Avant de vous le dire, pour ceux qui regardent vraiment et qui font la comparaison avec le budget 2014, il faut faire attention parce que le budget 2014, vous voyez qu'il y a un astérix, c'est qu'il y a une donnée en bas qui dit que ça a été redressé. Il y a eu des normes comptables et il a fallu redresser certains actifs à l'intérieur, mais c'est surtout dans les actifs financiers, la première ligne en haut. Donc, juste à faire attention à ça. Quand on regarde les actifs financiers 2014, il y en avait pour 36 431 621. Et pour 2015, on parle de 40 819 274. La dette à long terme, 69 575 269 en 2014. Et en 2015, 68 408 690. Les autres passifs, 15 045 605. Et 2015, 16 345 135 pour une dette nette en 2014 de 48 185 253 et en 2015, 43 936 551. En immobilisation, en 2014, 172 336,95 et en 2015, 177 315 861.
Les propriétés destinées à la vente et autres, il y en avait pour 4 852 417 en 2014 et en 2015, 4 565 327. Les actifs non financiers, on parle d'un total de 177 188 512 pour 2014 et 2015, 181 millions, excusez, je suis d'un mille, les mille, les millions, on est d'un million. 181 881 188 pour 2015. Surplus accumulé, fonds réservés pour 2014, 21 613 286 et pour 2015, 18 506 178. Les investissements nets, on parle de 107 385 972 et 2015, 119 438 459. Dans le fond, quand on regarde les avoirs accumulés en 2014, on parle de 128 999 258 et en 2015, 137 994 637. Maintenant, la dette à long terme consolidée, je pense que c'est ça que tout le monde attend dans une fin d'année, savoir où on est rendu. Quand on regarde la dette générale de la Ville, en 2014, on était à 39 846 101 et en 2015, 37 276 832, soit une variation de 2 569 269. Notre part dans la régie de police, on était à 2 816 134 en 2014 et en 2015, 2 652 797, une variation également de 163 337. Part de la dette de la régie de déchets de Quaticook, en 2014, il n'y en avait pas. Je vous ai dit que c'était à niveau de 2015. On parle de 1 752 646. La dette à la charge de certains secteurs, 19 407 750 en 2014 et en 2015, 19 755 286. À la charge du gouvernement du Québec, 2014, 8 92 472 et en 2015, 7 516 502. Et il y a les frais reportés également. Il y a eu des frais reportés en 2014 de 587 188 et en 2015, 545 373. Donc, les dettes totales consolidées pour 2014, 69 575 269 et pour 2015, 68 408 690. Je vous amène à la situation financière, mais l'évolution de la dette qu'on voit un peu plus par graphique. Fait que vous voyez, à la maison, je ne sais pas si vous l'avez en couleur, là, mais ici, dans la salle, c'est la ligne en bleu que je vais parler en premier. C'est vraiment la valeur, les actifs de la Ville. On voit que ça continue tout le temps. On est à 181 millions présentement, en 2015. En vert, vous voyez que c'est la dette totale de la Ville qui était à 70 millions en 2014 et en 2015 à 69 millions. Et la dette à la charge de l'ensemble des contribuables, c'est la dette qu'on vous dit tout le temps dans la politique de gestion de la dette à laquelle on va s'attaquer. Et vous voyez, depuis que la politique de gestion de la dette existe, c'est en 2013, et c'est passé de 44,2 millions à 2015 à 41,7 millions. Fait qu'on voit vraiment la différence. On parle de 2,5 millions d'abaissement sur la dette qui a eu lieu. Là, à la page 15, les surplus accumulés et les fonds réservés consolidés. Les excédents accumulés non affectés. En 2014, on en avait pour 3 569 474. En 2015, on en a pour 4 732 326. Les excédents accumulés affectés. En 2014, 12 072 685. Et en 2015, 8 361 848. Pour le fonds de roulement, en 2014, 5 430 998 et en 2015, 3 196 147. La réserve financière et autres fonds réservés, 540 129 et en 2015,
2 215 857, soit un total de surplus accumulé et fonds réservés consolidés de 2014 de 21 613 286 et en 2015, 18 506 178. Maintenant, à la page 16, les surplus accumulés réservés consolidés. Quand je vous parle du 8 361 848, comment ça se découle exactement dans les fonds qu'on a de réservés? On a 1 560 404 au financement des projets en cours à terminer. Fait que oui, on a quand même des projets qu'il faut terminer. Il y a le développement économique, qu'on a 1 557 822. Remboursement accéléré de la dette, 1 340 100. C'est un versement qu'il faut faire sur la dette. Réflexion du centre-ville, on a 1 052 449. Mise en valeur de la maison Murray, 1 million. Financement de projets d'investissement futur, 1 million. Réservé aux immeubles tarifiés, eau, égout, fosse septique, 469 500. Programme d'accès à la propriété, 193 167. Part de la ville dans les surplus d'affectés de la Régie de gestion de déchets, 188 406, pour un total de 8 361 848 de fonds réservés. À la page 17, les surplus accumulés et consolidés. Dans le fond, quand vous regardez le financement des projets en cours qui sont à terminer, on en a, je vous disais, pour 1 560 404. C'est vraiment la première tranche d'argent qui s'en va à des projets à finaliser. Par la suite, on parle du développement économique, c'est un peu la tarte en rouge, qui en a 1 557 822. Par la suite, c'est le remboursement de la dette, qui est de 1 340 100. Et la réflexion du centre-ville, qui a 1 052 449. En conclusion, on peut dire que la ville de Magog est en très bonne santé financière. Comme je vous mentionnais, on a la chance d'avoir une ville qui se développe. On espère que ça va continuer comme ça. C'est très bien parti. Quant au surplus, on vous annonce que le surplus va aller dans le fonds réservé pour la réflexion du projet de centre-ville. Donc, le 3 500 000 va être mis vraiment dans ce fonds-là. C'est un projet qui s'en vient. C'est un projet qu'on va vous présenter aussi, le financement dans le futur. Mais tout ce que je tiens à vous mentionner dans ce projet-là, c'est un projet qu'on est capable de faire en respectant la politique de gestion de la dette, mais sans augmenter la capacité et les taxes des citoyens. Donc, on vous fera une présentation à ce niveau-là un peu plus tard. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup pour la présentation. Je sais que c'est beaucoup de chiffres. Des fois, on était mêlés d'un mille puis d'un million, mais une coupe de zéro de plus, hein? Vous avez le temps quand même de le regarder, puis habituellement, on est capable de répondre aux questions ultérieurement, mais ce soir, on pourrait prendre un moment là, pour répondre à vos questions, profiter de la présence de notre trésorière, la directrice des finances, Mme Couturier, de nos vérificateurs. Si vous avez des questions, je vous demanderai là, le même fonctionnement qu'habituellement, de venir au micro et puis de vous identifier pour faciliter la prise de notes. Gilles Bergevin. Bonsoir. Bonsoir, madame. J'ai deux petites questions. Dans la gestion de Hydro-Magog, Oui. est-ce qu'il y a un fonds de réserve de prévu pour des travaux majeurs, soit au central ou soit au barrage? Est-ce que vous avez un fonds de réserve dans Hydro-Magog? Oui. Et si oui, de combien? Madame Couturier. Combien exactement? J'en ai pas la mémoire, mais actuellement, il y a des travaux qui sont faits au barrage. Je pense que c'est Menfré-Magog. Oui. Puis, le paiement de ces travaux-là se fait au comptant à même la réserve financière qui a été créée l'an dernier, le règlement de réserve financière qui est créé à partir des surplus d'Hydro-Magog réservés au financement des immobilisations.
Donc, de prévu, il y a aussi les travaux de réfection du barrage Grande-Dame. Oui. Et ça se continue cette année. Ça va se continuer. Tous les travaux vont être faits au comptant, à même les surplus d'Hydro-Magog. C'est ça. Fait qu'on les budgète à fur et à mesure que les travaux sont à faire. L'année d'avant, on les budgète puis sont payés au comptant. Parce que comme Mme Bélanger l'expliquait, autrefois, quand on dit qu'on réduit notre dépense à Hydro-Magog, là, ceux qui suivent les séances, vous le savez de quoi qu'on parle, là, mais c'est qu'autrefois, on prenait la presque totalité des surplus d'Hydro-Magog pour boucler le budget. Donc, comme je dis souvent en langage courant, pour payer l'épicerie. Là, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'utiliser de moins en moins cet argent-là pour boucler le budget, mais de le garder pour nos projets d'investissement, puis en priorité, les projets d'investissement qui touchent notre réseau électrique. Si je comprends bien, c'est qu'advenant des travaux majeurs à une centrale qui Oui. monte à plusieurs millions, souvent, à ce moment-là, quand ça dépasse les surplus de Hydro-Magog, vous allez prendre ça dans le budget général des citoyens. Non, c'est payé en comptant avec les surplus d'Hydro-Magog. On le budgète de cette façon-là. Oui, Mme Couturier. Bien, je l'ai finalement, l'information, on me l'a transmise. Donc, au 31 décembre, il y avait 1 658 812 dans cette réserve-là. Puis cette année, au budget 2014, si ma mémoire est bonne, on a mis 1 884 000. Donc, Additionnel. Oui. Additionnel, oui. Oui. Parce que, comme l'a dit Mme Ham, maintenant, les surplus, parce que Hydro-Magog ne fait jamais de déficit. Toujours des surplus assez importants. Et quand, auparavant, tous les surplus d'Hydro-Magog servaient à réduire le compte de taxes, là, autrement dit, comme disait Mme Ham, là, de payer l'épicerie. Maintenant, il y en a une partie qui est dirigée vers le financement des immobilisations à chaque année. Donc, en ce qui concerne les 2 barrages qui vont... La mise aux normes des 2 barrages va être faite à même ces surplus-là. Donc, on a amplement de sous pour le faire au comptant. D'accord. Parce que c'est quand même des ouvrages qui vieillissent énormément. Oui. Alors, à ce moment-là, on peut avoir une surprise à un moment donné. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez un objectif concernant la dette totale de Magog qu'il ne faut pas dépasser? Bien, en fait, quand on a adopté la politique de gestion de la dette, on a pris un certain nombre d'engagements. Et dans le fond, ce qu'on a dit, c'est qu'on remboursait 5 millions, on remboursait au moins l'équivalent de 5 millions par année. On n'emprunte pas plus que 5 millions. Puis l'effet, vous l'avez vu tout à l'heure, ça a pour effet que, dans le fond, la dette a diminué. Madame Bélanger, vous vouliez compléter? Oui, parce que vous parlez vraiment de la dette à l'ensemble de la population, la dette totale. La dette totale OK. de la Ville, parce qu'en fait, souvent, c'est coté là-dessus, là, j'imagine. Oui. C'est juste qu'il faut faire attention. Mais, oui. Oui. Voulez-vous finir votre question? Moi, je me demande, est-ce que vous avez un objectif qui soit une dette maximum de 30 de l'ensemble du budget de Magog? Là? Non, on ne s'était pas donné d'objectif à ce niveau-là. Nous, on s'engage vraiment sur la dette qui est à la charge de l'ensemble des contribuables parce que la dette totale, il faut le regarder de différentes façons parce que là-dedans, il y a la dette du gouvernement également. Donc, ça veut dire que si elle baisse trop, ça veut peut-être dire qu'on n'aura pas assez de subventions gouvernementales. Oui, parce que les subventions rentrent dans notre dette. Dans la dette totale. C'est ça. Donc, il faut faire attention quand on regarde. C'est pour ça que nous, on dit tout le temps qu'on s'attaque à la dette à l'ensemble de la population. Elle, on peut vraiment la niveler, on peut jouer avec dans le sens qu'on peut s'attaquer à celle-là, donner des fonds supplémentaires. Puis quand on a fait la politique de gestion de la dette, c'est vraiment alentour de cette dette-là. OK, mais il n'y a pas d'objectif maximum, là. Non, notre objectif, c'est que la dette totale abaisse. La dette à l'ensemble de la population baisse. Oui, qu'elle soit sous contrôle. Oui. C'est ça. D'accord, merci. Merci. Mais M. Bergevin, moi, je vous inviterais à aller sur le site de la Ville. Il y a vraiment la politique de gestion de la dette. Vous pourriez l'aller, puis vous pourriez voir si ça répond vraiment à vos questions. Puis si vous en avez d'autres, vous pourriez m'écrire. Bonsoir. Bonsoir. Michel Raymond. Je trouve vos états financiers, là, c'est très bien présenté. La couleur, mais c'est surtout bien ventilé. Vous savez, les compliments sont plutôt rares de mon côté. On va y prendre. Bon, bien, on va continuer là-dedans. On a parlé de la dette de la municipalité. Bien, c'est ça qu'il faut faire attention. La partie secteur, dette de secteur et la dette générale. Consolidé, oui. Oui, et si on regarde la dette à l'ensemble des contribuables, elle a quand même diminué d'1 million, 2 millions, mais quand on regarde le graphique, c'est un petit peu moins, mais c'est quand même à la baisse. Oui, effectivement. C'est juste que si on regarde 45 millions,
si on baisse de 2 millions par année, bien, ça va prendre quand même 25 ans, 20 ans avant de finir de payer. Oui, mais entre-temps, on continue à se développer, à maintenir nos infrastructures puis à garder l'augmentation de taxes en bas d'1 %. D'accord. Le fonds vert, là-dedans, il est rendu où? Là? Y a-t-il un autre nom pour ça? Ou, sur les matières On l'a utilisé pour l'éco-centre. C'est ça, exactement. On l'a utilisé en totalité pour l'éco-centre. Parce qu'on avait quoi, 1 500 000 là-dedans? Plus que ça, avec l'année dernière, Mme Couturier. 1,7 million à peu près. Ouais. La mémoire est bonne, mais on le voit dessus. 1 million, il restait 1 540 000 l'an dernier, mais il y avait eu des sommes utilisées déjà. Là. Il me semble que ça tournait autour d'1 700 000. Mais l'éco-centre a coûté tout près de 2 millions. Ouais. Donc, il y a une grande partie de... Tout le fonds vert a servi à l'éco-centre, puis un peu de sous là, d'autre part. Donc, le fonds vert, il est disparu, si on dirait. Il était mis dans l'éco-centre. Exactement. Le fonds vert, c'est en fin de compte, c'est le gouvernement qui vous donne de l'argent chaque année selon les objectifs que vous atteignez pour la matière recyclable. Oui, c'est presque exclusivement les ristournes sur nos performances au niveau des matières résiduelles, effectivement. Oui. Et puis, d'une année à l'autre, est-ce que vous savez c'est combien? Parce que ça rentre dans le budget total de la Ville. C'est dur à estimer, mais Autour de 6 à 700 000 par année. 6 à 700 000 par année? oui. OK. Parce que j'avais une autre question, mais ça va revenir peut-être dans une autre période de questions sur comment le dépasser, ce montant-là. Parce que... Bien, quand il n'est pas dépensé à même le budget de fonctionnement, l'excédent s'en va dans ce surplus-là qu'on appelait le surplus de fonds verts. Mais des fois, il y a des années où on a eu besoin d'utiliser certains montants, puis ça n'a pas toujours été 6 à 700 000 mettons 650 000 par année. Les dernières années, c'était à peu près ça. Mais il y a des années que ça a été beaucoup moins. Mais il va y en avoir encore d'autres sommes. Mais maintenant que l'éco-centre est en place... Bien, des fois, on s'en sert pour diminuer l'impact de l'augmentation des coûts de certains services reliés aux matières résiduelles, quand on parlait des opérations, ou bien pour des investissements. On s'en est servi pour les bacs bruns. Oui. On s'en est servi pour l'éco-centre. Mais là, en fin de compte, dans les objectifs de dépasser le fonds vert, là, bon, on comprend qu'il n'y en a plus. Le gouvernement vous en envoie 600 000 par année. Est-ce que vous allez continuer de le remettre dans un fonds vert ou si... Bien, si on a des projets qui se qualifient pour ça, on va en réserver. Sinon, on va l'utiliser peut-être pour réduire, comme je disais, l'impact là, de certains frais ou services additionnels. Parce que si on reste toujours dans le vert, dans le fonds vert, niveau objectif, j'en vois pas tellement de nouveaux projets à ce niveau-là. Me trompe-tu? Bien, peut-être, oui. Il y a quand même le projet de la ressourcerie, qui est donc on a annoncé. Puis là, c'est des hypothèses, là. Mais si le projet de la ressourcerie va de l'avant, il y a une partie peut-être qui va être un investissement municipal. Mais la ressourcerie était supposée d'aller à côté de l'éco-centre. Exactement. Le terrain a été prévu pour ça. OK. J'ai peut-être d'autres questions, mais j'en reviendrai peut-être plus tard. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux présentations des résultats financiers? Ça va? Donc, on serait rendu au point 4, adoption de procès verbal. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci. On va laisser nos élus reprendre leur place. Oh, on a une question. Non, sur le procès verbal. Ah, OK. Habituellement, je le prends sur l'ordre du jour, mais je vais le prendre sur le procès verbal. Alors, à la page 12 497 du procès verbal, je n'ai pas sous-entendu que vous aviez des accointances avec Gilles Bélanger. D'abord, je n'ai pas dit ça, et je ne pouvais pas dire ça parce qu'à l'Assemblée du 2 mai, je n'étais pas présent. C'est parce que c'est Michel Raymond et non Michel Gauthier. Je souhaitais que ça soit corrigé, parce Oui. que je ne voudrais pas associer à ces remarques. Ce sera corrigé. Je l'ai même pas remarqué. OK, donc tout le monde a repris sa place. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Merci. Merci beaucoup, Mme Couturier. Donc, on serait rendu à l'approbation de procès verbal avec la correction qui vient d'être apportée, proposée par le conseiller Jacques Laurando. Je propose que le procès verbal de la séance ordinaire du lundi 2 mai 2016 soit approuvé tel que présenté. Appuyé par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie. Merci.
Donc, ce soir, c'est une soirée spéciale. En plus de la présentation des états financiers, on a une autre petite présentation ce soir. C'est notre conseil, notre comité municipal jeunesse qui est avec nous. Donc, si pour ceux qui sont dans la salle, la gang de jeunes, là, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir avec nous autres, qui sont avec nous pour nous présenter le fruit de leur travail cette année, donc les recommandations qui sont déposées officiellement ce soir au conseil municipal. Donc, j'inviterai Mme Michèle Côté à venir faire la présentation de son équipe. Bonjour, merci beaucoup de me donner la parole, Madame la mairesse. Bonjour tout le monde. Bien, en fait, c'est ça. Ce soir, on va vous présenter le fruit du travail du comité municipal jeunesse de Magog, qu'on appelle communément le CMJ. Vous allez probablement entendre le CMJ quand les jeunes vont présenter leurs recommandations. Fait qu'avant de laisser la parole à nos 3 participants qui sont derrière moi, je voulais présenter brièvement c'est quoi un petit peu ce projet-là, puis aussi présenter nos partenaires dans ce projet-là. Donc, le comité municipal jeunesse, c'est un projet qu'on fait en collaboration avec la Ville de Magog, bien sûr, aussi avec l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Et puis, moi, je travaille au Carrefour de solidarité internationale à Sherbrooke. Donc, on est les 3 organisations partenaires dans le projet du comité municipal jeunesse. Donc, l'objectif du projet, c'est premièrement de donner une voix aux jeunes, que les jeunes puissent s'exprimer sur ce qui se passe dans leur milieu de vie, sur ce qui se passe dans leur ville. Puis c'est aussi de faire une introduction à la politique municipale aussi. Donc, faire une initiation jeune à ce niveau-là. Dans le fond, l'idée, c'est que les jeunes puissent prendre plus de place là, comme citoyens et devenir des citoyens actifs dans leur milieu. Ça fait 3 ans que le projet existe et puis cette année, le financement se termine dans le projet. Donc, le projet va peut-être prendre une forme un petit peu différente dans les années à venir. Ça s'adresse à qui, ce projet-là du comité municipal jeunesse? Ça s'adresse en fait à des jeunes de secondaire 1 à 5 qui résident sur le territoire de la ville de Magog. Donc, cette année, je vais présenter nos participants. Donc, on a Maxime Richard, Naomi Morin et Marie-Lou Roy. Je vais vous présenter aussi mes collaborateurs. Donc, il y a Mélanie Briard qui est assise ici du Carrefour de solidarité internationale, qui est ma collègue. Ensuite, on a Myriam Gilbert et Gabrielle Lafontaine-Chicha, qui sont 2 étudiants au bac en politique appliquée, qui nous ont aidés, en fait, à former les jeunes, là, leur donner une petite introduction, comment ça fonctionne, finalement, la politique municipale. Puis, au milieu, il y a Pierre-Olivier Saint-Arnaud, qui est le responsable des stages en politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Donc, je vous remercie pour votre collaboration. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? C'est que à chaque année, finalement, les jeunes sont recrutés à l'automne, puis on travaille avec eux autres, finalement, de janvier à mai environ. On fait des rencontres le soir à l'hôtel de ville, puis les jeunes doivent finalement donner leur point de vue et proposer des recommandations au conseil municipal sur 2 thèmes qui sont proposés par les élus. Donc, cette année, on a une particularité parce que pour nos 3 participants, il y avait un thème qui leur tenait vraiment à cœur, qui était les activités jeunesse. Donc, qu'est-ce qui était offert comme loisir aux jeunes à Magog? Donc, cette année, il y a un des thèmes qui a été proposé par les jeunes, sur lesquels ils ont travaillé. Puis, l'autre thème, c'était le comité municipal jeunesse. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il pourrait devenir permanent? Et comment il pourrait être constitué? Quel serait son mandat s'il était permanent? Donc, je laisse la parole à nos 3 super conseillers jeunesse qui vont vous présenter leurs recommandations. Merci beaucoup. Merci. Considérant qu'il y a peu d'activités dédiées aux jeunes à Magog. Considérant qu'être impliqué dans son milieu de vie développe le sentiment d'appartenance. Considérant que les jeunes passent beaucoup de temps devant leur écran. Considérant que le besoin des jeunes est d'avoir des activités à faire plutôt que simplement avoir un lieu de rassemblement. Considérant que la zone jeunesse est surtout utilisée par les personnes âgées. Considérant que la programmation culturelle de la ville de Magog est majoritairement dédiée aux familles, enfants et personnes âgées. Considérant qu'en organisant des activités par et pour les jeunes, on s'assure que ces activités répondent aux intérêts des jeunes et que leur participation sera plus grande. Considérant que les jeunes sont actifs. Considérant que les jeunes n'ont pas de personnes ressources parmi les conseillers municipaux. Nous recommandons qu'un conseiller municipal soit attitré au dossier jeunesse et serve de porte d'entrée pour les jeunes à la ville de Magog. Nous recommandons que une fête de fin d'année par et pour les jeunes soit organisée à chaque fin d'année scolaire. Le comité de party de fin d'année, comité organisateur, serait un sous-comité du CMJ
Il serait ouvert à tous les élèves de La Ruche, les Servites et Montessori. Voici des idées du déroulement de cette soirée. Les élèves de secondaire 1 à 4 seraient invités à la fête de fin d'année, sans alcool ni drogue. Cette fête aurait lieu vers la mi-juin. La fête se tiendrait à la plage publique ou à la Pointe-Mary. L'événement serait répété à chaque année à la même période de l'année. Les cartes étudiantes seraient obligatoires pour entrer sur le site. Les élèves pourraient être accompagnés par d'autres jeunes. Il pourrait y avoir un feu d'artifice ou feu de camp sur place. L'entrée serait gratuite, mais les rafraîchissements seraient payants. La fête aurait lieu de 19h à 22h30 pour que tout soit terminé à 23h. Les besoins matériels seraient les techniciens de la ville devront être présents pour les installations sonores, lumière, système de son, etc. Des groupes de musique formés d'élèves joueraient pendant la soirée et les jeunes joueraient aussi de la musique à partir de leur iPod. Animation pour la soirée. Il devrait y avoir un animateur engagé pour la soirée. Il y aurait présence de surveillants pour assurer la sécurité. Il pourrait y avoir un barbecue sur place et des rafraîchissements à vendre. Nous recommandons d'avoir 3 représentations de ciné plein air qui ciblent les ados spécifiquement. Il pourrait y avoir des thématiques choisies d'avance, par exemple amour, comédie, etc. Aucun alcool sera toléré sur le lieu de l'événement. L'heure de l'événement serait environ de 20h à 22h. Le CMJ aura une page Facebook et c'est sur cette page qu'il y aura un appel aux jeunes de Magog pour voter sur les titres de films qu'ils voudraient voir. Possibilité de donner un popcorn gratuit aux jeunes qui auraient participé. Puisque le parc Oran est central dans la ville, les représentations pourraient y être tenues. Les infrastructures de la ville pour le ciné plein air seraient utilisées. Nous recommandons qu'une section de la Fête des Neiges soit destinée aux adolescents. Les jeunes devraient être consultés via le CMJ pour valider la programmation ado à la Fête des Neiges. La Ville de Magog garderait le mandat d'organiser la logistique de l'événement et donc de la section ado également. À titre d'exemple, cette section pourrait comporter du soccer sur neige, une guerre d'études grandeur nature, soccer ball, bulle, un snowpark, un concours de pêche sur glace parents-ados. Nous recommandons que le comité municipal jeunesse de Magog devienne permanent et soit incorporé dans les règlements généraux de la Ville. Constitution. Nous recommandons que le conseil municipal jeunesse serait composé de la façon suivante, entre 4 et 10 participants du 2e au 5e secondaire. Aucune place n'est réservée à un niveau spécifique. Les participants devraient habiter sur le territoire de la Ville de Magog, sans obligatoirement aller à l'école à Magog. Les participants à ce comité devraient rester sur une base volontaire. Fonctionnement. Nous recommandons le Carrefour de solidarité internationale et l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke seraient disponibles pour collaborer au projet, notamment par le recrutement et la formation des jeunes. Il est proposé que le recrutement débute dès le début de l'année scolaire, rentrée administrative, nous permettant de proposer l'activité avant que les jeunes ne soient impliqués dans d'autres projets parascolaires. Il est recommandé que les participants de l'année précédente participent au recrutement des nouveaux membres du CMJ. Les participants au CMJ seraient accompagnés d'un adulte, conseiller attitré au département de la jeunesse, qui aurait le rôle de soutenir les jeunes et les guider sans toutefois décider à leur place. Les rencontres seraient mensuelles. Il est recommandé que les rencontres se tiennent les mêmes soirées que les séances ordinaires du conseil municipal de Magog, se déroulant avant le début du conseil municipal. Ceci dans l'objectif d'avoir une meilleure communication entre les jeunes et les élus. Les rencontres auraient lieu à l'hôtel de ville de Magog. Une page devrait être créée pour donner de la visibilité et aller chercher l'opinion des autres jeunes magogois. Le CMJ et la Ville de Magog devraient être actifs sur les médias sociaux. Durée du mandat. Nous recommandons que la durée du mandat serait de minimum 1 an complet, par exemple de septembre à septembre. Mandat. Nous recommandons de représenter les jeunes et leur donner une voix à Magog. Offrir des activités jeunesse par et pour les jeunes dans la Ville. Apporter une perspective jeunesse à travers les différents mandats de la Ville. 3 thèmes seront abordés chaque année. L'organisation d'activités par et pour les jeunes reviendrait chaque année.
Un thème touchant les compétences municipales serait proposé aux jeunes par le conseil municipal de Magog. Un thème touchant les compétences municipales serait proposé au conseil municipal de Magog par les membres du CMJ. Merci beaucoup. Félicitations, les jeunes. Merci beaucoup donc à Marie-Lou, Naomi et Maxime pour votre beau travail. Il faut le faire pour venir faire une présentation comme ça, direct à la télévision. Vous avez été super. Félicitations. Merci. Donc, on reçoit vos recommandations. Puis comme on a fait pour les 3 dernières années, on en discute, on regarde si nos différentes commissions peuvent travailler là-dessus. Et puis, souvent, ça donne des bons résultats. On en tient compte. Donc, félicitations. Puis merci à toute la gang que vous avez offert le soutien nécessaire parce que ça ne se fait pas tout seul, ça prend un encadrement. Donc, merci beaucoup. Vous êtes le bienvenu pour rester si vous avez le goût. C'est vous qui décidez. Donc, on s'est rendu au point 5.2. Reconduction du plan de partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie Magog-Offord, proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je propose que la Ville de Magog reconduise la contribution financière de 6 000 $ pour l'année se terminant le 30 juin 2016 à la Chambre de commerce Magog-Offord afin de la soutenir dans sa mission d'appuyer et de promouvoir le développement de la communauté entrepreneuriale. Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 5.3, diverses demandes d'aide financière proposées par la conseillère Diane Pelletier. Je propose que la Ville de Magog verse 250 $ à titre d'aide financière à Dystrophie musculaire Canada dans le cadre de la participation d'un groupe de pompiers de la Ville de Magog au défi gratte-ciel Scout 2016 qui aura lieu le vendredi 3 juin prochain. Appuyé par le conseiller Steve Robert. Je l'appuie. Maintenant, au point 5.4, diverses délégations proposées par le conseiller Yvon Lamontagne. Je propose que la Ville de Magog délègue l'un ou l'autre des membres du conseil pour représenter la Ville lors du CAP sur les affaires, croisière réseautage de la Chambre de commerce qui se tiendra le jeudi 26 mai 2016 sur le Grand Cru, bateau de croisière. B, lors du tournoi de golf de la Fondation de l'hôpital Manfred Magog, qui se tiendra le vendredi 3 juin 2016 au club de golf du Manoir des Sables. C, lors de la 12e édition du tournoi de golf du club Optimus Magog-Offord, qui se tiendra le dimanche 10 juillet 2016 au club de golf du Manoir des Sables. Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je l'appuie. Maintenant, au point 6, finances, 6.1. Vous avez déjà eu le scoop lors de la présentation des résultats financiers. Affectation du surplus réalisé en 2015, proposé par le conseiller Robert Ranger. Je propose que la somme de 3 500 000 soit retranchée du surplus accumulé non affecté pour être transférée au surplus accumulé affecté à la revitalisation du centre-ville. Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Maintenant, au point 6.2, octroi de contrat pour l'acquisition d'un camion avec benne basculante, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. La Ville a, sur invitation, demandé des prix pour l'acquisition d'un camion avec benne basculante. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Nom de l'entrepreneur, Mont-Estrie Autorama Incorporé, Grimby Inno, 90 750 $. 2737-2846 Québec Incorporé, Inno Drummondville, 92 621 $. Groupe national Inno Rive-Sud Incorporé, 93 371 $. Ressort Diesel Incorporé, 94 847 $. Mont-Estrie Autorama Incorporé, Grimby Inno, est le plus bas soumissionnaire conforme. Je propose que le contrat pour l'acquisition d'un camion avec benne basculante soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Mont-Estrie Autorama Incorporé, pour un total de 90 750 $ avant taxe, suivant les documents d'appel et la soumission de l'entrepreneur. Le contrat est à prix forfaitaire. L'invitation pour cette soumission a été envoyée à 4 soumissionnaires. Préalablement à l'ouverture des soumissions, ce contrat avant taxe avait été estimé par la Ville à 85 000 $. Appuyé par la conseillère Diane Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 6.3, octroi de contrat pour le transport par autobus du Club été, proposé par le conseiller Steve Robert.
La Ville a, sur invitation, demandé des prix pour le transport des autobus du Club Été. La soumission ouverte est la suivante. Les promenades de l'Instrie Inc., 48 850 $. Le prix soumis est supérieur à l'estimation du contrat. Le soumissionnaire accepte de revoir le montant du contrat pour le fixer à 35 900 $. Les promenades de l'Instrie Inc. est la seule soumissionnaire et qu'il est conforme que le contrat pour le transport par autobus du Club Été soit adjugé au seul soumissionnaire conforme, soit les promenades de l'Instrie Inc. pour un montant de 35 900 $ avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres et la soumission de l'entrepreneur. Le prix du contrat est à prix unitaire. Il faut dire que ça a été modifié. Le prix, ça avait été estimé à 38 100 $ pour lui à 35 900 $. Mais vu que c'était le seul soumissionnaire, on a pu en négocier le prix avec lui, mais en coupant aussi ses transports. Puis, initialement, ça avait été envoyé à 4 soumissionnaires. Donc, on se retrouve avec un, mais... Appui par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Maintenant, point 7, greffe et affaires juridiques. 7.1, avis de motion du règlement 2577-2016, avis de motion donné par la conseillère Denise Poulain-Marcotte. Je donne avis de motion qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le règlement 2577-2016, modifiant le règlement 2565-2015 relatif aux impositions et à la tarification pour l'année 2016. Merci. Au point 7.2, diverses promesses proposées par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je propose que la promesse de cession de tous les droits, titres et intérêts dans une partie du lot 3 485 090 étant une partie de la rue des Girolles, signée le 27 avril 2016 par Mme Brigitte Ayotte pour Mme Monique Voyer, Murray Howell et M. Claude Burderling, et Mme Lise Gauvin-Chabot et M. René Gauvin pour la succession de M. Dollard Chabot, soit acceptée aux conditions de cette promesse. Le terrain est acquis afin de régulariser le titre de propriété de la Ville de Magog pour le lot 3 485 090. Appuyé par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie. Maintenant, au point 7.3, mandat au cabinet d'avocats Delorme Lebel Bureau Savoie, proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. La Ville de Magog a reçu signification d'une plainte pour harcèlement psychologique déposée par un employé à la Commission des normes du travail. Je propose donc que le conseil municipal mandate le cabinet d'avocats Delorme Lebel Bureau Savoie Avocat pour représenter la Ville de Magog et assurer sa défense dans ce dossier, portant le numéro 500-187-96. Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 8, ressources humaines. 8.1, adoption de la politique pour un environnement sans fumée, proposée par la conseillère Diane Pelletier. Je propose que le conseil municipal adopte la politique pour un environnement sans fumée datée du 27 avril 2016. Appuyé par le conseiller Steve Robert. Je l'appuie. Et pour ceux que ça intéresse, je sais que Mme Pelletier va vous donner un petit peu plus d'explications tout à l'heure dans le tour de table concernant cette politique qui fait suite là, à la loi par rapport à la fumée de cigarettes dans les lieux publics et son impact sur nous ici à Magog. Donc, au point 9, environnement et aménagement du territoire. Au point 9.1, demande d'approbation de PIIA proposée par le conseiller Yvon Lamontagne. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé divers plans à l'égard desquels s'applique un règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose que les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants soient approuvés aux conditions recommandées par le CCU, incluant, s'il y a lieu, l'obligation de fournir une garantie financière. L'adresse des travaux au 201 Marie-Sud, un certificat d'autorisation. Au 353 Principal Ouest, un autre certificat d'autorisation. 354 à 368 Principal Ouest, certificat aussi d'autorisation. Au 130 Marie-Sud, certificat d'autorisation. 1209 de la Serpentine, un permis de construire. Et au 82 à 88 Sainte-Catherine, un permis de construire. Appuyé par la conseillère Denise Poulain-Marcotte. Je l'appuie. Maintenant, au point 9.2, dérogation mineure pour le 59 rue du Domaine, proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras.
La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre pour un bâtiment accessoire une marge latérale de 0,94 m, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit un minimum de 1 m. Le comité consultatif a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Vous pouvez poursuivre. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 24 mars 2016 pour Mme Pierrette Fortin et M. Philippe Cloutier concernant le lot 2 882 991 situé au 59 rue du Domaine soit accordée. Appuyé par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Maintenant, au point 9.3, dérogation mineure pour le 124 rue Légaré, proposé par le conseiller Jacques Laurando. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre pour un bâtiment accessoire d'une hauteur de 7 mètres sur un lot d'une superficie de moins de 3 000 mètres, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit un maximum de 6 mètres. Les principaux motifs du refus sont l'absence de préjudice sérieux et la possibilité de réaliser un projet conformément à la réglementation. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit refusée. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Vous pouvez poursuivre. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 6 avril 2016 par M. Daniel Marceau concernant le lot 4 461 605 situé au 124 rue Légaré soit refusée. Appuyé par le conseiller Pierre Côté. Je l'appuie. Maintenant, au point 9.4, demande de dérogation mineure pour le 284 rue Léonard, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre pour un abri d'auto une marge latérale de 2,01 mètres, ce qui porterait la somme des marges latérales à 4,32 mètres, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit une marge latérale minimale de 1,2 mètres et une somme minimale de 5,2 mètres. Le demandeur ne subira pas un préjudice sérieux si la dérogation n'est pas accordée. Même si tous les voisins immédiats approuvent la démarche du décideur et que plusieurs constructions voisines comprennent un abri d'auto, le comité consultatif d'urbanisme ne peut, en vertu du critère de l'absence du préjudice sérieux, recommander favorablement la demande. Il y a lieu de prévoir un allègement réglementaire dans le cadre de la refonte visant à ne pas considérer les abris d'auto ouverts dans le calcul de la somme des marges, les objectifs d'aménagement étant respectés. Le projet, bien que nécessitant une dérogation mineure, ne va pas à l'encontre des principes d'aménagement. Les seuls motifs de refus sont l'absence de préjudice sérieux et la possibilité de réaliser un projet conformément à la réglementation. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande pour ces motifs qu'elle soit refusée. Continue? Oui. Le conseil municipal désire toutefois exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder la demande. Le conseil considère qu'un refus occasionne un préjudice sérieux au demandeur. Suite à cet allègement, il va y avoir un allègement réglementaire et suite à cet allègement, le projet sera conforme et que dans les circonstances, il n'y a pas lieu de reporter à plusieurs mois le projet du demandeur. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Vous pouvez poursuivre. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 18 mars 2016 par M. André Noël concernant le lot 3 141 920 situé au 284 rue Léonard soit acceptée. Appuyé par la conseillère Diane Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 9.5, dérogation mineure pour le 1335 rue Maisonneuve, proposé par le conseiller Steve Robert. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre pour un bâtiment accessoire une marge arrière de 1,39 m alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit un minimum de 1,5 m lorsque le bâtiment est subordonné à une habitation autre qu'une habitation unifamiliale. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure?
Vous pouvez poursuivre. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 30 mars 2016 par Mme Huguette Pincins-Lamontagne et M. Rosaire-Lamontagne concernant le lot 3 141 692 situé au 1335 rue Maisonneuve soit accordée. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie, puis je voudrais aussi préciser en même temps que Mme Huguette Lamontagne et M. Rosaire Lamontagne ne sont pas parents avec moi. Je n'y avais même pas pensé. Au point 9.6, oui, 9.6. Dérogation mineure pour le 2381 rue Principale-Ouest, proposée par le conseiller Robert Anger. Oui, puis je suis fier d'annoncer ça. Alors, la Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre des équipements fixes transformateurs dans la cour avant à 4,80 mètres de l'emprise de rue, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit qu'aucun équipement fixe n'est autorisé dans la cour avant. Des équipements fixes, bornes de recharge, dans la cour avant à 9,30 mètres de l'emprise de rue, alors que ce même règlement prévoit qu'aucun équipement fixe n'est autorisé dans la cour avant. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Vous pouvez poursuivre. Alors, je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 12 février 2016 par 9307-0423 Québec Incorporé concernant le lot 5 577 702 situé au 2381 rue Principale-Ouest soit accordée. Cette dérogation est accordée à une condition: un écran végétal soit aménagé entre la route et les équipements visés pour atténuer l'impact visuel. Ici, je voudrais rajouter que c'est les bornes Tesla, les premières au Québec. C'est pas à Québec ni à Montréal. C'est à Magog. On est des privilégiés pour les autos électriques qui vont être écologiques de plus en plus. Et puis, on pourrait dire qu'on devance même l'Hydro-Québec avec des bornes comme ça, parce que l'Hydro-Québec ne font pas des bornes ultra rapides, ils font des bornes aux 220 pour aux 110, mais des bornes ultra rapides, là, j'espère qu'ils m'écoutent, il faudrait en avoir pour les gens qui voyagent en auto. Fait que tu arrêtes un 15 minutes, tu es chargé, puis tu repars, tandis que les bornes Hydro-Québec, même aux 220, c'est des 2 heures au moins, là. Alors, c'est ça. Alors, c'est pour ça que je suis assez fier, c'est que Tesla s'en vient à Magog. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais super. Merci de m'avoir écouté. Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Maintenant, au point 9.7, dérogation mineure pour le 2200 rue Sherbrooke, proposé par le conseiller Pierre Côté. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre un bâtiment accessoire à des fins commerciales une marge latérale de 1 mètre, alors que le règlement des zonages 2368-2010 prévoit un minimum de 3 mètres. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Vous pouvez poursuivre. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 2 mars 2016 par 9083-7602 Québec Inc. concernant le lot 4 827 460 situé au 2200 rue Sherbrooke soit accordée. Cette dérogation est accordée à une condition. Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Maintenant, au point 9.8, demande de dérogation mineure pour le 2881 rue Sherbrooke, proposée par la conseillère Nathalie Pelletier. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre a. Pour un bâtiment principal, une marge avant de 6,36 mètres, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit un minimum de 12 mètres. B. Une marge latérale de 2,78 mètres, alors que le même règlement prévoit un minimum de 3 mètres. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Vous pouvez continuer. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 24 mars 2016 par Mme Louise Laporte et M. Jocelyn Lavallée concernant le lot 2 823 151 situé au 2881 rue Sherbrooke soit accordée.
Je tiens juste à préciser que le permis avait été accordé il y a plusieurs années. Ici, la notion de préjudice sérieux s'appliquait parce que le bâtiment aurait été démoli. Appuyé par la conseillère Diane Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 9.9, services professionnels en architecture et en génie pour la construction et l'aménagement de la nouvelle caserne numéro 1, proposé par le conseiller Steve Robert. La Ville de Magog a, par avis public, demandé des prix pour les services professionnels en architecture et en génie reliés à la construction et l'aménagement de la nouvelle caserne numéro 1. Les soumissions vertes sont les suivantes. Simèse, 100 250 $. Pointage final, 11,97. ADSP Inc., 126 500 $. Pointage final, 9,72. Architect Design, 131 500 $. Pointage final, 9,13. Jubinville et Associés Architectes, 144 820 $. Pointage final, 842. Espace Vital Architecture Inc., 214 785 $. Pointage final, 6,52. Attendu que la firme Simèse a obtenu la meilleure note finale, je propose que la firme Simèse soit mandatée pour les services professionnels en architecture et en génie pour la construction et l'aménagement de la nouvelle caserne numéro 1 pour un total de 100 250 $ avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres. Et son offre de service, le mandat est à prix forfaitaire. C'était évalué par nos services à 285 000. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Maintenant, au point 10.1, entente avec le Club photo de Magog et avenant à l'entente avec le Comité d'action culturelle de Magog, proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je propose que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, une entente concernant la gestion d'un belvédère au parc de la baie de Magog avec le Club photo de Magog. Cette entente a pour but de confier à l'organisme la gestion d'un belvédère et ses espaces adjacents afin de permettre aux artistes photographes de s'y installer pour y vendre des œuvres originales et sensibiliser le public à la pratique photographique. B, que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, l'avenant numéro 1 à l'entente intervenue avec le Comité d'action culturelle de Magog concernant la gestion de 2 belvédères au parc de la baie de Magog. Cet avenant concerne la gestion d'un belvédère au lieu de 2 et ses espaces adjacents afin de permettre aux artistes peintres de s'y installer pour y vendre des œuvres originales et peindre devant le public. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Alors, pour ceux qui ont suivi l'actualité l'été dernier, vous vous souvenez de tout ce débat par rapport aux artistes photographes qui se sentaient exclus de la notion là, et de la gestion des belvédères pour vendre leurs œuvres. Alors, on a trouvé une solution là, qui convient à tous. Au point 10.2, événement porte ouverte à la population d'Escapade Manfred-Magog, proposé par le conseiller Robert Ranger. Je propose que le conseil municipal autorise Escapade Manfred-Magog à utiliser le quai Max-Ferson et la place publique située entre le quai et le bâtiment de service pour la tenue d'une activité porte ouverte à la population le vendredi 27 mai 2016 de 16h à 23h. Lors de cette activité, une conférence de presse, une visite de l'Orford Express et du Grand Cru, un spectacle et des feux d'artifice seront offerts gratuitement à la population. Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Maintenant, on serait rendu aux affaires nouvelles, 11.1, fin d'emploi, proposé par le conseiller Steve Robert. Le salarié numéro 80 ne rencontre pas les minimums requis par la convention collective. Le salarié numéro 80 et le syndicat ont refusé à 2 reprises une entente de dernière chance. Je propose que la perte d'ancienneté et d'emploi du salarié numéro 80 en date du 16 mai 2016 soit confirmée. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Maintenant, on serait rendu au dépôt de documents. Madame la greffière.
Oui. Alors, ce soir, il y a le dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis en date du 30 avril 2016. Le rapport d'embauche d'employés réguliers numéro 2016-11 et le 2016-12. Ensuite, le certificat à la suite de la tenue d'un registre concernant le règlement 2570-2016. Les certificats de correction numéro 62-2016 et 63-2016. Et finalement, l'embauche du personnel temporaire, saisonnier et étudiant en date du 12 mai 2016. Merci. Donc, on s'est rendu à la période de questions de la salle. Je vous rappelle qu'on a une période maximale de 30 minutes. Je vous demande de vous identifier pour faciliter la prise de notes. Ah, il y avait une question antérieure, excuse-moi, merci de me ramener à l'ordre. Donc, M. Jean-Guy Landry avait demandé s'il était possible, est-ce qu'il est prévu que le développement du Belvédère ait un parc de voisinage? Ah, le développement, le quartier résidentiel. Bon, dans le secteur Belvédère, un terrain a été acquis par la Ville en 2007 à des fins de parc suite au dépôt de la part du promoteur d'un projet domiciliaire, mais aucun parc n'est prévu. C'est un peu ce qu'on pensait d'ailleurs. Dans le cadre, par contre, on fait cette année le plan directeur des parcs et espaces verts où on va analyser justement les parcs existants ou futurs. Donc, on verra s'il y a nécessité à ce moment-là d'en ajouter. Donc, la parole est à vous. Gilles Bergevin. Madame la mairesse, ce matin, j'ai pris connaissance d'un fait qui m'a réellement étonné. Dans un contrat donné à Masca pour des travaux de bitume, de placement de bitume, c'est de l'asphaltage, oui. La planification des travaux a été de 5 000 $, alors que la réalisation terminée était de 66 728,26 $. Je pense qu'un tel dépassement pose beaucoup de questionnements. Première question que je me pose, est-ce que ce n'est pas dans le rôle ou la fonction du directeur général de la Ville de s'assurer que la planification des travaux soit bien faite et que la gestion des travaux, par la suite, soit efficace? Parce qu'un tel dépassement, ça dépasse l'entendement, là, si vous voulez. Et puis... J'aimerais bien vous répondre, mais je ne sais même pas de quel contrat il s'agit. Alors là, vous me prenez, là, je ne sais pas de quel contrat il s'agit. Il n'y avait pas le numéro du contrat, mais c'est un contrat octroyé à la compagnie Masca. OK. Bien, un tel dépassement... Puis je vais être obligé de vous revenir. Il y a une explication, c'est sûr. C'est ça. Alors, je me demandais, la question que je me posais, c'est comment expliquer aux citoyens avoir un tel dépassement? Je vais vous revenir. Je n'ai pas la réponse sur le champ, je vais vous revenir. Bon. Parce que... Puis pour ce qui est de la surveillance des travaux, c'est sûr que ça dépend de la nature des travaux, mais habituellement, nos équipes, si c'est un travaux de voirie, par exemple, de réfection, c'est le directeur des travaux publics. Si c'est des grands travaux, comme nos infrastructures, c'est le directeur des services techniques et de l'aménagement du territoire qui supervise les équipes de travail. Je suis d'accord, mais il reste quand même qu'une planification pour du pavage. Oui. De 5 000 $ alors que ça termine. Sûrement qu'on a demandé des travaux de plus. Je vais vous revenir là-dessus. Bon. C'est sûr que ça s'explique. J'ai une autre question un peu dans le même sens. Suite à la commission Charbonneau, oui. Dans toute la grande région de Montréal, incluant la Rive-Nord et la Rive-Sud, les coûts de pavage ont baissé de 20 à 30 % en moyenne suite à cette commission-là. Alors, je me suis demandé la question, est-ce que c'est le même phénomène qui se passe à Magog ou bien non, si nous, on est surchargés pour payer la différence? Que eux, non, en fait, on a vu un impact depuis la commission Charbonneau. Je ne sais pas si c'est tout lié à la commission Charbonneau, là. Je trouve qu'on en met beaucoup sur le dos de la commission, là. Mais on a vu un impact dans nos soumissions, dans nos appels d'offres. On a de plus en plus de soumissionnaires et les prix sont majoritairement plus bas que ce qu'on avait estimé. Puis autrefois, c'était toujours un peu au-dessus ou pas mal. Donc, on voit que les prix sont effectivement à la baisse, qu'il y a plus de compétition et puis que, à part certains contrats bien pointus, on a un choix là, de soumissionnaires. Donc, on voit un impact, nous autres aussi. Autrement dit, le pavage, la première section du chemin soutière, comparativement au pavage que vous venez d'accorder, la deuxième section, il devrait quand même y avoir Il y a une économie, on l'a annoncé. C'est en dessous de ce qui était budgété. Alors, ceci étant dit,
étant donné qu'ils ont pavé, que c'est la compagnie Sintra qui a pavé l'avenue des Aurores, on peut s'attendre qu'on s'est fait avoir de je ne sais pas combien de pourcents. Pas nécessairement. À ce moment-là, on peut demander un rabais, je pense. On aimerait bien ça, leur demander un rabais. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on s'est fait avoir. Peut-être qu'on a eu le juste prix, peut-être qu'il y a des contrats qu'on a payés trop cher. Mais on sait que maintenant, les prix sont à la baisse, puis il y a de plus en plus de compétition. Vous vous rappelez à ce moment-là, juste vous rappeler à votre mémoire qu'à ce moment-là, il y avait un soumissionnaire de pavage qui était à Sintra et le deuxième était la compagnie... non, c'était, comment il s'appelle ici, il fait du terrassement, là. Il ne fait pas de pavage. OK. Puis il était à 3 fois le prix. Alors là, s'il n'y a pas de... C'est pas la même compétition, je comprends. Comprenez? Alors, je vais attendre votre réponse pour... Oui, je vais vous revenir. François Théroux. Bonsoir. Bonsoir. Lors de la dernière assemblée, vous nous avez parlé d'une modification de zonage qui viendrait pour le presbytère Saint-Patrice, puis une consultation publique vers la fin du mois de mai. Puis, entre-temps, dans le journal local, la description a été montrée, le plan également. Puis, on voit particulièrement maintenant que toute la zone de l'Église, qui est classée institutionnelle ou zone religieuse, va être transformée pour la rendre... En fait, la modification qui est demandée pour le presbytère affecte le terrain de l'Église en son entier. Puis, c'est ma question, finalement, pourquoi ne pas greffer le terrain du presbytère avec une zone qui permet cette activité-là, c'est-à-dire les bâtiments qui sont situés en façade presbytère, qui sont déjà zonés bed and breakfast, plutôt que de changer l'espace de l'Église qui va jusqu'à la rue John en espace dans lequel on pourrait permettre des activités autres que religieuses. Donc, vous auriez préféré qu'on soustrait le presbytère de sa zone pour l'inclure dans une autre zone que de demander un amendement de zonage. C'est ça, je comprends? En fait, on voit mal le fait que l'Église, le stationnement, tout ça soit en voie d'être modifié. On voit ce qui se passe actuellement là, un peu partout au Québec au niveau des institutions. Mais ma compréhension, si je me rappelle les discussions qu'on a eues là, avec l'urbaniste, c'est que comme l'impact est justement sur une église puis un stationnement, il y a peu d'impact. Dans le fond, la zone ne touche pas une superficie à grand impact. Maintenant, pourquoi on ne l'a pas sorti de la zone? Je vais vous revenir. Il faut que je vérifie avec notre équipe. Le terrain, d'autant plus le terrain, l'année dernière, a été cadastré, a été séparé de celui de l'Église en vue justement d'une activité qui serait autre que celle qui Je vais vous revenir là-dessus. Je connais le projet, mais Vous allez revenir à la prochaine assemblée ou avant la réunion de consultation? À la première assemblée et où? L'assemblée va arriver en premier, fait que je vais la ramener à l'assemblée. OK. Donc, vous ne connaissez pas la raison pour laquelle ça a été... que vous l'avez maintenu à la fin de compte dans le quadrilatère? Non. Nous, on nous a présenté un projet. On trouve le projet intéressant. Puis, c'est les usages qu'il faut changer. On est allé en amendement de zonage pour changer les usages. Je me rappelle de certaines discussions qu'on a eues à cause de l'impact que ça a dans la zone sur peu de bâtiments. C'est probablement ce qui explique la décision, parce que c'est plus compliqué de changer. Mais je vais vous revenir après avoir discuté avec l'urbaniste. C'est quand même quelque chose de très important si vous voulez que le projet passe, parce que vous, de cette manière-là, vous êtes en train d'attaquer très large et faire en sorte qu'il va y avoir de l'opposition. C'est clair, c'est net. Vous voyez qu'est-ce qui se passe. Le Saint-Jean-Bosco, par exemple, des bâtiments ont été construits tout autour de l'Église, sur les terrains de l'Église. Donc, à partir du moment où on ouvre la porte au terrain de l'Église Saint-Patrice, qu'est-ce qui va arriver avec le stationnement par le sud, connaissant déjà le promoteur en question que vous connaissez très bien, qui a des projets un peu partout à Magog et qui a déjà même des projets pour le stationnement de l'Église. Donc, ça ouvre des portes, ça ouvre des inquiétudes par rapport aux gens qui sont situés dans le quadrilatère et aussi les paroissiens qui sont situés un peu partout à Magog. Je vous entends. Je vais vous revenir avec la réponse. Oui. Oui. Puis je vais revenir le lundi de la séance, mais on va sûrement en reparler aussi à l'Assemblée publique, étant donné que les gens sont intéressés par la question. Je ne vais pas grandir encore. Bonsoir. Bonsoir. Dans le 7.3, là, mandat, cabinet d'avocat de l'homme, etc. Là. Oui. Ça, c'est un mandat que c'est pour défendre la ville de Magog. Oui. OK.
Est-ce que les assureurs payent pour ça en responsabilité? Non. Vous n'avez pas d'assurance responsabilité au niveau de... Pas à ma connaissance, non. C'est-à-dire que les frais entiers vont être à la charge de tous les contribuables? Oui. OK. Est-ce qu'on peut connaître la partie adverse des avocats? Non. La partie adverse des avocats? Oui. C'est les normes. Pardon? C'est la commission des normes. C'est la commission des normes du travail contre Ville de Magog? Oui. OK. Et puis, advenant que la Ville perde, est-ce qu'il faut qu'il paye un montant à la commission des normes du travail qui défend l'employé en question? Comment ça fonctionne? Bien, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on nous réclame encore. Ça fait que c'est un peu prématuré, là. Ah bon, OK. Fait que c'est-tu prématuré? Les avocats travaillent à combien de l'heure? Vous ne savez pas? As-tu un budget là-dessus? Ça, c'est service du greffe. Puis là, il faudrait que tu approches le micro. Ça dépend du nombre d'années qu'ils pratiquent, j'imagine, puis ouverture de dossier. Mais le taux est quand même, peu importe la firme, en Estrie, les taux sont très similaires d'une firme à l'autre. Ouais, 160 $ de l'heure, 200 de l'heure? Peut-être moins que ça. Je vous dirais 200, c'est plus région de Montréal. Là. Ouais. En Estrie, c'est en bas. Non, c'est pas vrai. On a quelques avocats en 200, mais en tout cas, peut-être un petit peu moins. Là, j'avoue que cette firme-là, exactement, le taux à l'heure, je ne me rappelle pas. OK. Fait que là, est-ce que vous avez un montant budgété? Ça va dépendre des négociations. Il n'y a pas de négociation, Non, parce que là, on se défend, donc on va... Il n'y a pas de négociation, pas d'entente hors cours. On va mettre les heures que ça prend pour défendre le dossier. On ne peut pas estimer à l'avance combien de temps ça va prendre. Fait comme tel, il n'y a pas d'entente hors cours. Bien, ça peut toujours arriver, là. Oui, il va y avoir une étape médiation. Oui. Puis ensuite de ça, sinon, là, ça va à procès. OK. Vous avez dit, est-ce qu'il y a déjà médiation? Non, pas encore. Non. Vous l'avez refusé ou? Non. C'est que là, on vient juste de recevoir le dossier. Ça va suivre son cours. Il n'y a Ça pas de va date être encore. proposé ultérieurement. Là. OK, parce que je pensais tout le temps qu'au niveau responsabilité, que les assureurs prenaient en charge une partie de vos frais, non? Non. On a de l'assurance responsabilité, Oui. mais pas pour des cas de plainte aux normes. Là. Ah bon, il faudrait... Il faudrait qu'on ait commis une faute. Là. Faudrait voir. On a parlé tout à l'heure de ça, pour les soumissionnaires de l'asphalte, tout ça. Il y a aussi des fois le temps de l'année pour les... Tu sais, au printemps, tout le monde veut construire au printemps, tout le monde veut faire des routes au printemps. Moi, j'ai souvent remarqué que les meilleurs prix étaient possibles après la période de la construction, après les vacances de la construction. Fait que des fois, peut-être à regarder des projets, si c'est possible d'en reporter d'autres, peut-être plus coûteux ou moins coûteux. Oui, il y a la période des travaux, puis il y a la période qu'on va en appel d'offres, vous avez raison. Puis souvent, quand on va en appel d'offres assez tôt, on est des premiers, on a des meilleurs prix. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on revendique en ce moment auprès du gouvernement, là, parce qu'on attend après les fonds Chantier Canada. S'ils sortent partout en même temps au Québec, puis que toutes les municipalités au Québec s'en vont en appel d'offres en même temps, on va avoir des problèmes puis des méchantes surprises avec les... C'est ça, que s'il arrive les compagnies qui ont de l'excavation, peu importe, le pavage ou même les trottoirs, là, souvent, bien, si toute la construction arrive en même temps, bien, forcément, ils n'aiguisent pas leur crayon. Par contre, des fois, quand il y en a qui pensent avoir un contrat et qui ne l'ont pas eu après la période de la construction, bien, des fois, ils se mettent à... On le voit, puis le fait qu'on planifie beaucoup d'avance, ça nous permet aussi d'avoir des meilleurs prix parce qu'on y va avant qu'on n'est pas à la dernière minute. Si tu dois un passe-droit pour une troisième question? Bien, attendez voir s'il n'y a personne d'autre, puis vous reviendrez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste quelques minutes. Bonsoir. Bonsoir. Audrey Gérard. Bonsoir. Un article récent dit que Magog Technopole est à la croisée des chemins. Oui. Ils ont besoin de ressources et que la Ville ne pourrait pas y répondre adéquatement. Oui. Les solutions envisagées, c'est quoi? Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a fait 2 rencontres dernièrement à Magog. On a eu la chance d'avoir la vice-première ministre qui est venue nous rencontrer, puis qui a pu constater comment en région on faisait du développement économique, je dirais 100% à nos frais, sans aide gouvernementale. Comment on a réussi à faire des miracles ici avec un petit budget et pas beaucoup de ressources humaines. Puis on a eu la chance ensuite, pas la semaine dernière, l'autre, d'avoir la ministre Anglade qui est venue aussi, qui, elle, va être responsable de toute la stratégie numérique. Pour faire une longue histoire courte, ce qu'on veut dire là, par ces rencontres-là, puis par cet article-là, c'est que en ce moment, on est victime de notre succès. On a plus de croissance même qu'on l'aurait espéré, puis les ressources humaines et financières de la Ville ne sont pas suffisantes. Est-ce qu'on va en mettre davantage? La Ville de Magog,
sûrement, mais il est temps qu'on ait une aide du gouvernement. Il fut un temps où le gouvernement subventionnait avant même que les résultats soient au rendez-vous, puis c'est un petit peu la démonstration qu'on a tenté de faire. Il subventionnait des incubateurs, puis c'était vide, puis nous, là, c'est plein avant d'être construit. Alors là, on dit, il faut qu'on ait de l'aide, puis il faut que dans la stratégie numérique, il y ait de l'argent pour aider ce type de projet-là. Et il faut aussi que les différents programmes, même s'il n'y en a pas beaucoup, soient plus souples, soient plus adaptés à la réalité des petites entreprises au Québec. Puis c'est un peu la démonstration qu'on a tenté de faire, de venir donner un autre souffle. On va continuer à croître, mais on ne pourra pas suivre la cadence si on n'a pas d'aide. Mais les programmes gouvernementaux aident les projets, pas les organismes. Les deux. Les deux, ben oui, il y a du financement pour l'accompagnement, pour l'incubateur, pour l'émission économique. Il aide les deux. La commercialisation, les projets à valeur ajoutée, c'est tous des programmes qui peuvent aider Magog Technopole à soutenir ces entreprises. Un autre organisme a besoin d'argent aussi, c'est le Marais. On nous dit qu'il y a un rattrapage salarial de 38 % depuis 2013. Oui. C'est dû à quoi? Les gens étaient sous-payés? Bien, c'est ce qu'on... Oui, effectivement. Ils étaient sous-payés, ils sont venus nous faire la démonstration et nous, on a accepté pendant quelques années de faire du rattrapage. Puis vous savez que cette année, on a reconduit le budget pour une année seulement parce qu'on a demandé justement de revoir toute la structure de financement de la BRAC et sa capacité de générer des revenus autonomes. OK. Un autre petit point, on a mentionné à quelques reprises que le malaise chez les pompiers n'était pas résorbé. On a réintégré le directeur, puis on n'a plus rien entendu par la suite. Est-ce que les employés sont rencontrés? La Ville s'occupe de ce dossier-là? Bien, en fait, oui, on s'en occupe. Oui, on prend ça au sérieux, mais je m'abstiendrai de tout autre commentaire pour le moment, par respect pour les démarches qui sont en cours. Et puis, on espère pouvoir régler les différents défis. Un dernier petit point. Oui. Est-ce que la Ville est en mesure de gérer les projets d'aménagement de potagers, d'agriculture urbaine, la venue de poules au centre-ville? Oui, bien, c'est des choses qu'on regarde en ce moment suite à la consultation qui a eu lieu pour le nouveau plan d'urbanisme. Au niveau de la réglementation, c'est toutes des choses qui nous ont été amenées par les citoyens. On regarde comment l'intégrer, comment le permettre dans la réglementation, tout en, comme vous le dites aussi, ne pas alourdir la tâche. Bien, comme on a réussi à faire avec les permis quand même, c'est un beau succès. Je pense qu'il y a moyen de le faire de façon intelligente. Merci. Donc, je pourrais prendre une dernière question. S'il n'y a personne d'autre, M. Raymond peut avoir sa question bonus. Question bonus. J'ai pas dit que je n'avais juste une, là. Ah, bien là, vous avez droit à 5 minutes. OK. Non, c'est qui est tard, là, puis bon. L'aménagement de la nouvelle voie pour le train touristique. Oui. Il y en a qui disent que la Ville va payer de l'argent pour ça. Non. Parce que, non. Vous ne payez pas un sou. C'est aux frais de M. L'Espérance et c'est une entente entre M. L'Espérance et la compagnie de chemin de fer. C'est même pas... Sur votre non, terrain. c'est pas chez nous. C'est parti sur l'emprise fédérale. Exact. S'ils se raccordent sur les égouts de la Ville, tout ça, c'est-tu à ses frais? À moins qu'on décide, puis là, on va vous revenir ultérieurement, à moins qu'on décide de lui accorder une subvention dans le cadre de notre enveloppe qu'on peut accorder là, annuellement pour venir compenser pour ces frais-là. Sinon, le reste, à ses frais. Il est assez pauvre pour avoir besoin d'une subvention? Bien, en fait, c'est pas de même qu'on l'analyse. Hein? On analyse les projets au mérite, les retombées économiques, la création d'emplois, la consolidation d'emplois. C'est comme ça qu'on les analyse. Tu sais, quand vous pensez à une entreprise comme Camso dans le parc industriel, c'est une belle entreprise en croissance. On a donné un petit montant, mais c'était quand même symbolique là, pour eux. OK. Au niveau des pompiers, caserne numéro 1, la nouvelle construction, c'est où, ça? Oui. Ah, ça a déjà été annoncé, ça. C'est, ben oui, c'est où le garage, où était le garage municipal, à rue Saint-Luc. C'est une nouvelle caserne qui va... Oui, c'est la caserne d'ici. D'ici? Qui s'en va là, oui. Ah bon. OK, c'est ça. C'est sur c'est marqué caserne numéro 1, ça veut dire que... Est-ce qu'il va y en avoir 2 puis 3? Il y en a 2, il y en a 3. En fait, il y en a, la caserne numéro 2, c'est celle qui est sur la rue Lévesque, dans l'ancien canton.
en arrière de Soutière. Ça, c'est la caserne 2. Et puis, après ça, bien, il y a la caserne au Lac-Lovering, qui est la 3. La caserne 2, est-ce qu'elle va fermer, elle, c'est ça? Non, pas à court terme, en tout cas. Bon, on verra plus tard. On commence par la caserne 1. Puis, on avait aussi expliqué pourquoi on avait choisi cet emplacement-là. On a fait faire une étude par rapport aux rayons de desserte, la rapidité, les accès routiers. Et puis, ça favorise même certains résidents, là, entre autres du secteur Venise, là, du secteur M. Robert. Alors, pour terminer vêtement, l'ancienne pisciculture, est-ce qu'elle va être enterrée dans Oui. la nouvelle digue? Elle va être protégée. Il y a des critères du ministère, là. Elle a été répertoriée, analysée, documentée. Elle va être protégée puis renterrée. Elle va être enterrée, mais protégée. Oui. Bien, c'est qu'elle ne sera pas mise en valeur pour que les gens la visitent, mais ce qu'ils font, puis là, ceux qui sont spécialistes là-dedans, moi, je ne connais rien là-dedans, là. Ce qu'ils font, c'est qu'ils documentent, hein, prennent des photos, documentent les années, tout ça. Puis après ça, c'est conservé. Puis après ça, ils remballent. Hein. Puis après ça, on construit par-dessus. C'est encore un autre de nos vestiges de Magog qui va s'en aller. Enterré. Bien, il était déjà enterré, là, mais là, on va le documenter. On voyait quand même les bassins, les petites pierres, tout ça, là. Ah, bien ça, est-ce qu'on va en voir encore une partie? Je pense que oui, moi. C'est juste parce que comme on creusait pour faire la piste cyclable, quand on a fait faire des sondages, bien, ils ont découvert qu'il y avait d'autres vestiges. Fait que là, tu ne peux pas faire de travaux tant que tu n'as pas fait ton travail correctement. Mais je ne suis pas sûre, moi, qu'on n'en verra pas quand même des vestiges. Là. Je vais vous revenir. Oui, à l'heure actuelle, on voit quand même des bassins qui étaient là. On voit des vestiges, oui. Parce que dans le temps, c'était des échillants, c'était pas des truites qu'il y avait là-dedans. Là. Mais ça, vous pensez que ça va être... Je vais vous revenir, mais moi, ce à quoi je pense, c'est vraiment qu'est-ce qui était en dessous, pas qu'est-ce qui est déjà visible. Je vais vous revenir. Quand on regarde ça, ça nous fait penser un peu à Indiana Jones, là, tu sais, qui les branches. Donc, on serait rendu au tour de table des élus et ce soir, on commence par Mme Diane Pelletier. Alors, bonsoir. Ce soir, nous avons donné un avis de motion modifiant le règlement relatif aux impositions et à la tarification pour l'année 2016. Et parmi ces modifications, je voulais faire ressortir le fait qu'on a ajouté des barrières à la descente à bateau de la rue Tourterelle pour le lac Lovering et à la descente à bateau de la rue Bournival pour le lac Magog. Et les citoyens de Magog devront dorénavant se procurer une clé au coût de 35 $ pour avoir accès à ces descentes à bateau. Et ça a été fait. C'est la raison pour laquelle on a appliqué ces mesures. D'abord, il y a eu des demandes de citoyens, mais c'est également pour contrôler la navigation sur ces deux lacs. Alors, bonne semaine à tous. Merci. Monsieur Robert? Bien, si je vais répondre à M. Bergevin pour les barrages. Là, depuis 2015, dans le PTI, 4 600 000 qui a été budgété pour réparer nos barrages. Fait qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec les nouvelles lois. Nos gens de l'équipe à Marco Prévost vont tout le temps inspecter nos barrages pour être sûr qu'on n'ait pas d'avaries supplémentaires là-dessus. Fait qu'ils sont entre bonnes mains à Magog, les barrages. Qu'est-ce que Mme Pelletier parlait pour un autre sujet des descentes à bateau? C'est vraiment pour, dans notre secteur, lac Lovering, dans le coin de Venise. Sherbrooke ont fermé le barrage. Ils ont mis ça payant depuis un an. Fait qu'il y avait beaucoup de gens, pour ne pas payer, allaient descendre directement à Venise sur la rue Bournival. Fait que les gens de ce coin-là, c'est plus vraiment paisible. Fait que on a fait ça dans le but que ça soit juste les gens de Magog ayant un bateau vont pouvoir aller à cet endroit-là en se procurant une clé à la descente à bateau qu'on a présentement à Magog. Là. Sur ça, c'est tout. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Merci. Monsieur Lamontagne. Bonsoir tout le monde. Vous savez qu'on arrive du Congrès des municipalités. C'était un congrès très intéressant, des ateliers qu'on a été chercher beaucoup de renseignements. Un atelier, entre autres, que moi, vu que je fais partie du comité d'environnement et aménagement du territoire que j'ai assisté, je vais vous en partager quelques... Elle a duré 2 heures, je ne vous parlerai pas 2 heures de temps. Suite à l'entente de Paris, 175 pays ont signé cette entente-là. Ça n'arrêtera pas là. Ça. Il y a un comité de travail qui a été formé pour établir une stratégie municipale. Ils vont nous revenir avec ça. Les municipalités vont avoir des responsabilités au niveau de cette entente-là. Une chose est certaine, ce sont les villes qui feront la différence et les changements futurs passeront par nous. En tant qu'élus, on a la responsabilité de voir la qualité d'air de notre future génération.
Le but de cette entente-là, c'est d'éliminer de 40 à 50 les gaz à effet de serre d'ici 2050. Ils nous ont donné deux statistiques que moi j'ai trouvées positives. C'est qu'au niveau du Canada, 87 des gens, on en parle, on n'est pas tout le temps conscient, mais c'est ce qui s'en vient. 87 qui sont conscients que nous serons touchés à un moment donné, dans les 10 prochaines années, par ces changements climatiques-là. Puis, au niveau des gaz à effet de serre, au Canada, toutes les autos électriques qui vendent, bien 50 sont vendus ou commandés au Québec. Robert vous parlait des bornes qui s'en viennent dans le coin. Ça va venir de plus en plus. Puis, je vous donne un exemple. Moi, ça m'a saisi, ça va vous saisir. Je me préparais justement à l'hôtel pour m'en aller au congrès, assister à l'atelier. Puis, à la télévision, il nous parlait de la Chine. Puis, à un moment donné, tu sais, la Chine, on voit les gens se promener des masques chirurgicales, que c'est parce que c'est pollué là-bas, puis tout. Puis, ils sont mis à parler qu'il y a une compagnie du Québec qui avait commencé à importer des canettes en aérosol d'air. Pareil comme on voit les asthmatiques, qui ont des bonbonnes, ils s'envoient une coupe tu sais, pour se remettre d'aplomb. Bien là, ils vont s'envoyer une coupe de puff d'air du Québec pour se remettre d'aplomb. Non, mais ça m'a saisi beaucoup. C'est là qu'on voit. Je ne donne pas cet exemple-là pour vous faire réaliser que la Chine est polluée, mais ce qu'on est chanceux, nous autres au Québec, d'avoir cet air, on est privilégiés. Puis on a un devoir en tant que municipalité, c'est de voir à la protéger. Puis le comité en question qui a été formé va nous revenir avec des exigences. Pour au niveau de la Ville, bien, vous savez que les changements climatiques ont apporté des problèmes aussi. Les travaux publics ont eu à s'ajuster, ils vont avoir à s'ajuster de plus en plus. On se rappelle des inondations, puis la grosse grêle qu'il y avait eu, puis tout ça, il y a eu beaucoup d'interventions. Il va falloir s'ajuster à tous ces changements-là. Puis aussi, on a commencé à acheter des véhicules électriques, puis des bornes de recharge, à l'éco-centre, des protections des berges, puis la sensibilisation qu'on va insister de plus en plus pour le compostage vont diminuer nos gaz à effet de serre. Sur ça, je vous souhaite une bonne soirée puis une bonne semaine. L'hiver a vu rester, mais l'été s'en vient. Madame Poulin-Marcotte. Bien, moi, ce serait juste pour donner des informations. J'ai des gens qui m'ont téléphoné à savoir si vous avez remarqué, parfois, on a des marques bleues sur les bords des bordures de rue ou des trottoirs. C'est pas parce que ça veut dire qu'ils vont nous refaire la rue. Au contraire, puis là, il y a beaucoup de gens sur la rue Rivard qui pensent que ces lignes bleues-là, c'est prévoir la réfection de la rue Rivard. Alors, enlevez-vous ça de l'idée. Ce ne sera sûrement pas une réfection complète de la rue. Ce sont des points de repère pour les employés des travaux publics ou encore s'ils ont besoin de faire des coupures de trottoir ou aussi des bordures de rue. Alors, ce n'est pas un signe de réfection totale de rue. Alors, c'est une simple information pour les gens de la rue Rivard, en particulier, qui se sont informés, mais c'est la même chose pour les autres rues où vous verrez des marques bleues, là. Et puis, je voudrais rappeler aux gens aussi, Madame la mairesse et les gens de la communication ont annoncé la semaine dernière le programme GO. Alors, si vous avez des plaintes et requêtes, toujours le même numéro, 819-843-3333. Bonne semaine à tout le monde. Merci. Monsieur Gingras? Je n'ai pas de point particulier. Fait que, bonne soirée. Monsieur Ranger? Oui, alors, bonsoir tout le monde. La semaine passée, j'ai eu la chance d'aller à une rencontre entre Québec-Vermont pour l'environnement, la préservation du ruisseau Castle, du lac Memphremagog. Alors, je peux vous certifier qu'il y a des très, très bonnes ententes entre Magog, l'environnement de Magog et les environnementalistes du Vermont. Ça travaille très fort. Il y a une bonne collaboration. J'aimerais m'adresser à M. François Théroux, que je trouve très bon dans ses interventions, puis j'aurais un projet à vous soumettre. Alors, dans le passé, ici à Magog, on avait la CS Brook qui employait 3000 personnes et plus.
Alors, comme projet, je vous donne comme projet, trouver des fonds pour pouvoir décontaminer, trouver des promoteurs, construire en respectant l'environnement, trouver des locataires pour créer beaucoup d'emplois. Alors, je crois que vous seriez très, très compétent pour faire ça, vous, pour votre association, puis ça serait fait dans les cadres de l'environnement et toutes les choses. Puis, n'oubliez pas, il faudrait que la bâtisse soit en respect aussi avec les cadres bâtis. Hein? Fait que, un beau projet. Je vous souhaite bonne chance. C'est tout. Monsieur Laurando. Rien de spécial, Mme la mairesse. Bonne semaine à tous. Monsieur Côté. J'ai été au Congrès, moi aussi. Le ministre Martin Coiteux, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, M. Martin Coiteux, a pris la parole lors d'un déjeuner-conférence réunissant quelques 1500 délégués dans le cadre des assises 2016 de l'UMQ à Québec. Le ministre a confirmé et annoncé plusieurs engagements majeurs dans le monde municipal à cette occasion. Non seulement a-t-il réitéré la volonté du gouvernement de déposer des projets de loi reconnaissant les gouvernements de proximité de statut particulier de Montréal et Québec, mais il a aussi insisté sur son intention de réviser le cadre de relations de travail dans le secteur municipal. Au chapitre du financement des infrastructures, le ministre a notamment annoncé sa volonté de mettre sur pied un mécanisme de consultation formelle Québec-Municipalité en vue des négociations à venir avec le gouvernement fédéral sur les nouveaux programmes d'infrastructure, de faire front commun avec les municipalités pour demander à Ottawa d'élargir les critères d'admissibilité au nouveau Fonds Chantier Canada-Québec, d'appuyer la proposition de l'UMQ en faveur d'un nouveau partage des finances de programmes d'infrastructure tripartis selon un mode de 50-33-17 qui était de 33-33-33 avant. Et je vais finir sur une bonne nouvelle. Les inscriptions au baseball mineur, l'année passée, nous étions 50 et nous sommes rendus 90 cette année. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour les amateurs de baseball. C'est tout, M. Côté? Oui, c'est tout. Bonne semaine. Madame Bélanger. Bien, bonsoir. Pour ceux qui se souviennent, dans la politique de gestion de la dette, on disait qu'on voulait tenir annuellement une soirée d'information publique sur les finances de la municipalité. Je voulais vous dire que cette année, on va reporter un peu cette présentation-là parce qu'on aimerait ça le faire en même temps qu'on va vous présenter le projet de revitalisation du centre-ville. Je pense que c'est un projet qui s'arrime ensemble et qui vient un peu appuyer, dans le fond, tous les fonds qui vont être mis dans ce projet-là, comment on va le financer. Il y a un comité qui a travaillé sur toute la revitalisation du centre-ville. Ils ont fait vraiment un beau projet. C'est un travail colossal qu'ils ont fait, puis ça mérite d'être présenté. Donc, on ferait ça en même temps, probablement à la fin au début du printemps. Début de l'automne. Printemps, oui. À cause de la neige aussi. Oui, c'est ça. Aussi, je voulais vous mentionner que si jamais vous voulez avoir la présentation de ce soir, vous pouvez aller sur le site Internet de la Ville au www.ville.magog.qc.ca. Vous allez pouvoir avoir le document de ce soir, mais également tous les autres, les budgets de l'année 2016 et également la politique de gestion de la dette. Merci et bonne soirée. Merci. Madame Pelletier. Bonsoir. Alors d'abord, je vais juste donner quelques précisions peut-être à M. Théroux. Bien, concernant la grandeur de la zone, là, j'ai le même souvenir que Mme la mairesse. Là, elle va vous revenir. Je pense qu'on n'avait comme pas analysé d'enlever carrément le presbytère puis de juste faire un changement pour ce terrain-là spécifiquement. Mais je veux quand même vous rassurer parce que la municipalité avait utilisé comme outil urbanistique l'usage conditionnel, ce qui fait en sorte qu'on comprend que c'est important de préserver la quiétude du voisinage, de contrôler les caractéristiques du bâtiment, qui est un beau bâtiment patrimonial, également de pouvoir avoir encadré l'aménagement du terrain et la circulation. Donc, un outil comme usage conditionnel, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas souvent, mais qui nous permet d'avoir du contrôle là-dessus pour préserver la quiétude du voisinage. Donc, vous allez avoir la réponse, là, mais au moins, il y avait quand même... Je voulais vous rassurer à ce niveau-là. Également, je souhaitais vous donner davantage de détails en lien avec l'adoption de la politique pour un environnement sans fumée qui a été adoptée ce soir. Ceci fait suite à l'adoption de la loi provinciale concernant la lutte contre le tabagisme. Donc, ce n'est pas une invention de la municipalité, mais ça découle d'une loi provinciale. Avec cette loi, la cigarette électronique est soumise aux mêmes lois que la cigarette conventionnelle et les autres formes de tabac. Cette loi oblige les employeurs, tels la municipalité, à prendre les moyens de faire respecter ces changements sous peine d'amende importante. Tous les employés seront rencontrés pour leur expliquer les changements
Les nouvelles règles touchent aussi les citoyens. Voici les principaux changements qui nous concernent. Ils seront, utiliser les produits de tabac et la cigarette sera interdit dans la majorité des lieux publics appartenant à la municipalité. Par exemple, les parcs, les terrains de soccer, terrains de baseball, le parc à planche à roulettes, qu'on appelle skatepark, et les patinoires. Les estrades et les espaces réservés également aux spectateurs seront soumis aux mêmes règles. En ce qui concerne les lieux de travail, il sera interdit d'utiliser les produits de tabac ou cigarettes électroniques à l'intérieur des bâtiments. Ça, c'était déjà comme ça, mais dans un rayon de 9 mètres de toute porte ou fenêtre. Donc, c'est cet aspect du rayon qui est nouveau. Également, je vous rappelle que le gouvernement exige que la municipalité se dote d'outils pour appliquer la loi qui découle du fait que la fumée secondaire provenant du tabac est dangereuse pour la santé et que les non-fumeurs doivent être protégés. C'est ça qui a fait en sorte que le gouvernement est arrivé avec cette loi-là. Aussi, des études ont démontré que le tabac est nuisible sous toutes ses formes. Donc, je termine en affirmant que la municipalité s'engage à soutenir aussi les employés désirant cesser de fumer. Alors, merci et bonne semaine à tous. Merci beaucoup. Donc, j'ai rien à rajouter pour ce soir. Donc, on pourrait procéder à la levée de l'Assemblée proposée par la conseillère Diane Pelletier. L'ordre du jour étant épuisé, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé par le conseiller Steve Robert. Je l'appuie. Merci. Bonne fin de soirée à tous. Bon retour à la maison. Oui. Es-tu sûr? C'est bon. Les artisans de votre télévision locale. Vous avez plusieurs raisons de les regarder. Ils sont près de vous, accessibles, uniques et dévoués. Ce qu'ils ont en commun, c'est vous accompagner, vous divertir et vous informer. Cogeco TV, c'est vous. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.